Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission n'a pas fermé le chemin Roxham. Ben oui, on est juste un podcast. Yes, we can. Man, touchdown on the moon. Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de perlimpin. Au secours! Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir et parlant de quelqu'un qui ne vous endort pas, mais qui est aussi une immigrante, une personne qui est arrivée du Québec. Je sais, Hélène, je fais tout de suite le lien avec l'émission. Hélène Bernardo. Allô? Ça va? C'était sans... Ok, c'est une introduction qui rentre direct dans le vif du sujet. Direct. Allô, Jeffrey, immigrant de Chibougamau à Montréal. Oui, c'est vrai, on oublie en fait que je suis aussi un migrant interne en fait. Exactement. J'ai moi-même bougé dans mon pays. Comment ça va? Ben ça va bien. Ce beau pays enneigé qu'est le Québec. C'est un peu le bordel, hein, l'hiver. C'est pas mal le bordel. Ouais, on est dedans là. On est Exactement. dedans. On dirait qu'il fait comme un mois, il faisait comme super beau. Il faisait comme 15 degrés, puis là on est comme à moins 15. Il y a de la neige partout. Imagine quand t'arrives d'un pays où il fait 30. Ça doit être top, hein? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque c'est une émission sur l'immigration. Puis on a la chance d'être accompagné par deux personnes aujourd'hui. Keenan Swade, qui est directeur des opérations, et Camille Fournel, coordonnatrice à l'engagement pour le Centre de réfugiés, qui est un organisme communautaire de la ville de Montréal. Ils vont nous expliquer exactement ce qu'ils et elles font pour le Centre des réfugiés. Mais tout d'abord, bienvenue Keenan et Camille. Merci d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, Jeff, écoute, est-ce qu'on parlerait pas de l'étoile et de la brique? Ouais. Parfait. Ouais, on fait ça. Pour commencer, un événement qui vous a fait plaisir dans l'actualité récente ou moins récente, quelque chose de positif que vous avez envie de partager avec nos auditeurs, auditrices. Ok. Donc, premièrement, merci de nous recevoir. Franchement, on est ravis. Je vais parler, c'est pas vraiment trop dans l'actualité qui externe, mais à l'interne, on se rend compte à peu près qu'avec le grand chiffre de demandes d'asile qui arrive à Montréal, au Canada, il y a une volonté interne, un besoin interne qui se développe pour commencer à développer une infrastructure interne pour supporter ce nouveau type d'immigration qui le Canada n'a pas trop l'habitude à le recevoir, comme d'autres pays en Europe ou d'autres régions qui reçoivent beaucoup plus de demandes d'asile. C'est un peu une nouveauté, c'est-à-dire que c'est-à-dire des demandeurs d'asile qui arrivent un peu partout dans le monde. Donc, on était comme pas habitué à cette réalité-là, c'est ça? Regardons les chiffres, par exemple. 2017, on recevait genre 20 000 demandes d'asile par année. Okay. Le Canada est un pays isolé. On a juste une frontière avec les États-Unis. Donc, notre seule source de nouveaux arrivants ou immigrants ou demandes d'asile plus spécifiquement qui viennent en marchant, disons, d'accord, c'était les États-Unis et le sud de l'Amérique. Oui. Là, en ce moment, ça commence à changer, surtout que on va en parler dans la discussion aujourd'hui, il y a le chemin Roxham Road qui est fermé, qui était la source principale des gens qui rentraient en marchant au Canada. Maintenant, ce programme ça a changé pour devenir des visas qui sont donnés à d'autres pays, d'accord, et qui viennent directement à l'aéroport. Donc on a changé de 20 000 par an en 2017 jusqu'à 120 130 000 par an 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, ouais. Et là, cette année. Donc l'année, là, on bat le record. En septembre, on a reçu 15 000 au Canada, 7 000 au Québec. Ça, c'est des demandeurs d'asile, d'accord? Donc, tu vois, ça devient de plus en plus nécessaire pour le gouvernement de commencer à développer une infrastructure interne pour supporter cette population qui, malheureusement, il n'y a pas une infrastructure. On n'est pas habitué à faire ça. Il n'y a pas une infrastructure économique, il n'y a pas une infrastructure de logement basique, il n'y a pas une infrastructure d'immigration aussi, qui commence à se développer, d'accord? Et c'est cette année que ça a commencé à se développer, à créer un système spécifique pour cette population qui vient. Fait que cette volonté-là d'accueillir décemment les personnes, est-ce qu'elle vient du gouvernement fédéral ou est-ce que c'est
au provincial? De qui on parle? Est-ce que c'est la société qui est prête à recevoir? Il y a une différence entre une volonté de recevoir et une obligation de recevoir. Je ne vais pas dire que le gouvernement du Québec veut autant de demandes d'asile, d'accord? Mais malheureusement, sur le terrain, il y a une réalité. Et cette réalité doit être confrontée et développée, d'accord? Et doit être pris en charge par les leaders, d'accord? Et mis en place pour développer une infrastructure sur le terrain. Maintenant, il y a deux mentalités opposantes au sein du gouvernement. Et là, je parle fédéral et provincial. Il y a une population qui... Là, je parle à l'interne, d'accord? Désolé pour l'anglicisme, les frontline workers, ok? Eux, voilà. Eux, ils sont comme nous, ils sont sur le terrain, ils voient ce qui se passe, d'accord? Et il y a une volonté de développer des solutions en plus, d'aider les nouveaux arrivants. Il y a une volonté, bien sûr. Mais il y a aussi une autre partie du gouvernement qui est un peu plus résistant pour des raisons politiques, pour des raisons budgétaires et pour des raisons, géopolitiques externes au Canada. D'accord? Qui sont Amérique du Sud, Afrique et Asie même, d'accord? Où il y a une volonté aussi de choisir le type d'immigration qu'on veut amener, d'accord? Et même dans le traitement des demandeurs d'asile, il y a une différence dans le traitement à l'interne, je dirais, pour bien sûr, je parle là du Québec, bien évidemment, pour les demandeurs d'asile qui parlent français. D'accord? Donc malheureusement, heureusement que pour eux, ils peuvent avoir accès au système commercial, économique du pays, beaucoup plus rapidement que les gens qui parlent pas ni français ni anglais. D'accord? Il y a ça, c'est d'un côté, d'accord? Donc il y a une volonté interne du gouvernement, des frontline workers, de faire ce travail, de supporter cette population. Il y a une infrastructure, il faut honnête, au Québec, on est chanceux, parce qu'il y a un système qui s'appelle le PRIDA, le programme régional d'accueil d'intégration des demandeurs d'asile. Voilà, si je me trompe. d'accord? Et ça, c'est une exception québécoise. Ça n'existe pas dans d'autres provinces. C'est une entité financée par le gouvernement pour spécifiquement aider les demandeurs d'asile. Donc déjà ça, respect, chapeau. D'accord? Donc il y a une infrastructure, il y a des résidences, il y a 2 résidences à Montréal qui font ce travail. Et ça, c'est payé par le gouvernement, financé par le gouvernement. D'accord? Ils ont quand même une bonne infrastructure, il y a un système à l'interne, tout ça. Mais bien sûr, comme tout autre service du gouvernement, surtout avec ce qui se passe au monde, ça What was I talking? L'accueil dans les 2 centres d'accueil. Oui. Donc le PRIDA, je répète. Donc le PRIDA a un service financé par le gouvernement québécois pour aider supporter cette population. Maintenant, est-ce qu'ils ont la capacité totale de servir 7000 personnes qui viennent au Québec? Non. Non, c'est impossible, d'accord? Surtout qu'il y a une volonté du gouvernement québécois aussi d'envoyer ces nouveaux arrivants, demandeurs d'asile surtout, en région. Il y a une politique de régionalisation en ce moment qui aussi pousse les gens de sortir des grandes villes et pour partir dans des petites villes, d'accord? Donc il y a ça. Donc ça, c'est un service qui est donné par le PRIDA à l'interne. Un service de PRIDA vers d'autres provinces, vers d'autres villes, je veux dire, comme le Québec. Il y a un projet pilote. On a envoyé en Ontario ceux-là qu'on... Voilà, ça, c'est un autre truc. Voilà. Ça, c'est une des raisons pourquoi, par exemple, vous vous rappelez, il y a cette histoire avec Legault qui a dit on va envoyer des gens dans d'autres provinces parce que le système était, franchement, trop. Ouais. C'est saturé. Donc ça, c'est une solution. Maintenant, le gouvernement fédéral, il est venu, il a ouvert des hôtels pour soutenir le PRIDA à loger ces populations. Parce qu'imaginez, il y a beaucoup de gens, il y a 7000. Dans les hôtels fédéraux, il y a 9 ou 10. On parle de 7000 par mois. Oui. Au Québec seulement. Oui. C'est quand même beaucoup. C'est trop. C'est beaucoup. C'est trop. Ouais. Oui, moi je suis centre de réfugiés, je veux aider les gens, d'accord, mais une réalité sur le terrain. J'espère qu'aujourd'hui on pourra avoir la discussion de les raisons sources pourquoi il y a des réfugiés. Bien sûr. Et pourquoi c'est beaucoup plus important de se concentrer sur les raisons sources, pas les symptômes du problème. D'accord?
On va en discuter aujourd'hui. Mais je vais m'arrêter là. C'est la plus longue brique. Je pense qu'honnêtement, c'est la plus longue brique. Étoile, c'est vrai. On n'a même pas parlé de la brique. C'est la plus grande étoile de l'histoire. Ça nous donne plein de pistes pour le reste de l'émission. Justement, en parlant de briques, en parlant de ce qui est négatif, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité cette année, récemment? Peut-être que je ferais un peu du pouce sur ce que Kinan disait, justement, là, de peut-être parler de la dynamique spéciale entre le fédéral puis le provincial, qui est une dynamique qu'on retrouve pas nécessairement dans d'autres pays par rapport à l'immigration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration, c'est une compétence qui est fédérale, mais il y a une spécificité au Québec. Au Québec, on a quand même un ministère de l'immigration qui est le MIFI. Puis il y a quand même une dynamique spéciale dans le partage des compétences en termes d'immigration. Puis la question spécifique des demandeurs d'asile est un peu floue. Puis il y a comme un peu personne qui prend la responsabilité par rapport à ça, par rapport aux demandeurs d'asile spécifiquement. Donc, ça pourrait être un élément qui est négatif parce qu'en ce moment, on entend beaucoup, pas juste au niveau de la population demandeurs d'asile ou réfugiés ou même nouveaux arrivants de manière générale, la crise du logement, c'est quelque chose qui est sur les lèvres de tout le monde, même la population générale, pas juste les nouveaux arrivants. Puis la question de la crise du logement pour spécifiquement cette population-là, ni le fédéral ni le provincial veut vraiment prendre la responsabilité, puis voir un peu comment on peut avoir une infrastructure pour accueillir ces gens-là. Donc là, le PRIDA a été mentionné, c'est une infrastructure qui existe. C'est de l'hébergement qui est temporaire, mais ça adresse pas peut-être des problèmes un peu plus systémiques, long terme, qui empêchent cette population-là d'avoir accès au logement. Comme par exemple, ils n'ont pas d'historique de crédit, ils n'ont pas de personnes qui peuvent les référer, là, des personnes qui peuvent signer. Ouais, exactement, merci. Donc ça, c'est des problèmes qui sont un peu plus structurels, puis il y a personne un peu qui veut prendre la responsabilité. Puis là, il y a l'hiver qui arrive. Puis on attend à savoir si le fédéral va... parce que l'année dernière, il y avait un programme qui était mis en place par le fédéral pour loger les familles demandeuses d'asile dans les hôtels automatiquement pour la période de l'hiver, parce que c'est extrêmement dangereux, là, être dehors. Surtout avec des jeunes enfants, c'est une coche de plus. Mais on attend toujours à savoir si ça va être renouvelé cette année, ce programme-là. Donc, c'est peut-être l'élément négatif que je pourrais mentionner. On est dans l'attente de le voir, puis l'hiver est commencé. Là, on l'a vu, la première tempête cette semaine. Il fait moins 15 en ce moment. Puis, il n'y a toujours pas de programme qui est en place. Donc, peut-être un manque en ce moment. C'est un peu un refrain souvent au niveau du communautaire, c'est la précarité de toujours devoir redemander des subventions, puis là on attend, puis il y a une certaine crainte que ça arrive pas. Le communautaire fait le travail que, à mon humble avis, le gouvernement devrait faire aussi. C'est-à-dire puis le communautaire, c'est un milieu qui attire beaucoup de personnes qui sont pas nécessairement expertes. C'est-à-dire qu'on vient pas tous du travail social, on n'a pas nécessairement tous les clés, on apprend tous beaucoup sur le terrain, on doit composer avec une réalité de milliers de personnes qui ont des origines et des codes culturels extrêmement variés. Fait qu'en tout cas, oui, beaucoup de travail. Ouais. Et je parle en connaissance de cause puisque je travaille pour le Carrefour de ressources en interculturel qui a une mission similaire à celle du Centre des réfugiés. Avant de poursuivre, clarifions quelques petits points parce qu'on a déjà sorti des mots-clés. C'est quoi une personne demandeuse d'asile? C'est quoi une personne réfugiée? C'est quoi un nouveau arrivant? Est-ce que ça existe des personnes sans papier? Est-ce que ça existe des immigrants illégaux? Il y a les Français après, c'est une autre catégorie. ça compte une autre pas, catégorie d'immigrants, effectivement. Je vois Eric, notre technicien son, qui fait des petits yeux en arrière. OK, ben je peux commencer puis complète là, au fur et à mesure. Donc, on peut commencer peut-être avec un demandeur d'asile, ce que c'est. Puis aussi... peut-être faire un petit aparté par rapport à la langue française puis en anglais. Il y a des distinctions sur les termes qu'on utilise. Comme par exemple, un demandeur d'asile, en anglais, on pourrait utiliser asylum seekers puis refugee claimants, mais techniquement, il y a comme une petite distinction entre les deux. Fait que je peux peut-être le mentionner rapidement, mais en fait, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui n'a pas encore été reconnu comme personne réfugiée. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le processus d'être reconnu comme étant une personne réfugiée. En fait, je pourrais peut-être commencer par c'est quoi une personne réfugiée, puis comme ça, on va y aller backward. On va commencer. Une personne réfugiée, une personne protégée, c'est quelqu'un qui est reconnu comme fuyant une persécution, que ce soit une persécution politique, humanitaire, ça peut être
environnement climatique, c'est pas encore reconnu. Mais quelqu'un qui fuit une persécution, puis dans le fond, si cette personne-là reste dans son pays d'origine, elle risque justement la persécution, des violences extrêmes. Elle risque de mourir. Exactement, oui. Si on y va de manière plus crue, c'est ça, elle risque de mourir. Donc, quand tu es une personne réfugiée, c'est que tu es reconnu comme, OK, oui, c'est reconnu que si tu restes dans ton pays d'origine, tu risques de mourir. Quand tu es une personne en demande d'asile, c'est que ça n'a pas encore été reconnu. Donc, tu es dans le processus juridique de la demande d'asile pour demander l'asile, justement, puis être reconnu comme personne réfugiée. La distinction en anglais entre asylum seekers puis refugee claimant, c'est un asylum seeker, il n'a pas encore entamé les procédures, mais il a déjà fui la persécution. Fait que ça se peut qu'il se retrouve dans un autre pays, mais il n'a pas encore entamé les démarches juridiques dans le pays dans lequel le second pays dans lequel il se trouve. Si je peux me permettre, oui. Il y a énormément de personnes dans cette situation qui arrivent en touriste. Oui, exactement. Oui. Exactement. Donc, si quelqu'un arrive au Canada avec un visa touriste, il est un asylum seeker en anglais, mais il n'a pas encore commencé ses démarches, il n'a pas encore présenté sa demande, donc on ne pourrait pas dire qu'il est un refugee claimant en anglais. Donc, le refugee claimant a déjà entamé sa demande. Mais en français, il n'y a pas de distinction, on dit demandeur d'asile pour les deux situations, les deux scénarios. Personne réfugiée, on a dit c'est quoi. Personne sans statut. Une personne sans statut, il y a plusieurs scénarios possibles, mais en fait, une personne sans statut, c'est qu'il n'y a pas de statut officiel. Donc, une personne qui est en demande d'asile a un statut, c'est un demandeur d'asile. Puis avec ce statut-là, il y a certains droits ou certains accès aux services au Canada, si on parle spécifiquement du Canada, comme par exemple, ils ont accès à la couverture PFSI, qui est le Programme fédéral de santé intérimaire. Donc, c'est l'équivalent de la RAMQ. Il y a des distinctions, évidemment, c'est pas exactement pareil, mais ils ont accès à une couverture santé. Ils vont avoir le droit de travailler avec un permis de travail. Ils vont avoir le droit d'appliquer pour l'assistance sociale. Donc, il y a certains droits qui viennent avec le statut de demandeur d'asile. Une personne sans statut n'a pas accès à ce genre de service-là. Par contre, une personne sans statut pourrait avoir un permis de travail, mais tu sais, il n'y aurait pas tous les services sociaux qui viennent avec, donc pas de couverture santé, quoi d'autre, pourrait pas s'inscrire à l'école avec les frais, en payant les frais comme d'une personne qui est résident permanent ou citoyen ici, etc. Donc, une personne sans statut est en situation de précarité quand même assez élevée. Puis il y a plusieurs scénarios qui peuvent amener une personne à être sans statut. Ça peut être une personne qui est venue ici avec un visa de travailleur temporaire, puis que son visa n'a pas été renouvelé, donc se retrouve sans statut. Ça peut être quelqu'un qui a présenté une demande d'asile. Sa demande d'asile a été refusée. La personne a eu ce qu'on appelle, après avoir été refusée, tu peux faire un appel. Puis ensuite, il y a l'examen de refus. Non, c'est quoi? Erreur. Examen de renvoi. Ah oui. Non, c'est examen de refus avant renvoi. Donc, ce que c'est, en fait, c'est qu'il y a une évaluation, un examen qui est fait par le gouvernement pour évaluer si c'est trop dangereux pour la personne de retourner dans son pays d'origine. Si c'est déterminé que c'est trop dangereux, mais la personne peut rester ici, mais elle n'a pas le statut de réfugié, elle est sans statut. Donc, ce qui arrive pour ces personnes-là, c'est qu'ils renouvellent des permis de travail à perpétuité, mais ils n'ont pas accès à aucun service social. Il y a un mot que le Journal de Montréal aime beaucoup utiliser, c'est le terme d'immigrant illégal. Est-ce que ça existe? Non. Au Canada, c'est pas un terme qu'on peut utiliser, même ça n'a pas de valeur. Il y a personne qui est illégale au Canada. Ce qu'on va dire, c'est un statut irrégulier. Mm-hmm. Même chose pour des personnes qui, par exemple, traversent la frontière sans passer par un point d'entrée officiel. On va dire que c'est de la migration irrégulière. Mais il y a rien. Au Canada, ce n'est pas un terme qui existe. L'illégalité de présence sur le territoire, c'est pas quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est utilisé aux États-Unis, mais pas au Canada. Donc, dans le fond, c'est erroné d'utiliser ce terme-là, un migrant illégal. Ça n'existe pas au Canada. C'est pas quelque chose qui existe. Donc, le bon terme, c'est irrégulier. Puis c'est important que les journalistes l'utilisent parce que ça amène aussi à un certain stigma sur ces personnes-là dans l'opinion publique, dans l'espace public. Puis, c'est comme si on disait que ces personnes-là n'ont pas vraiment le droit d'exister sur notre territoire, ce qui est totalement faux. Puis, tu sais, justement, les scénarios que j'ai mentionnés plus tôt, tu sais, c'est des personnes qui se retrouvent, justement, la personne qui a été refusée comme demandeur d'asile, mais qui est un peu pris pour rester ici parce que le gouvernement lui a dit c'est trop dangereux pour toi de retourner dans ton pays d'origine,
Mais cette personne-là, tu sais, je veux dire, est un peu pris dans le néant. Déjà, sa situation au quotidien, de pas avoir accès à rien, de pas avoir de statut, c'est extrêmement difficile. Si en plus, il y a le stigma de... Tu sais, avec le mot illégal vient le mot criminel, là, dans un sens. Fait que c'est une pratique à changer, là, ça, c'est certain, là. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Kinan. En fait, je vais juste ajouter un petit truc. Vous allez vous rendre compte que pendant ce trajet juridique, il y a plein de points morts dans le système. Des vides. Où il y a des gens qui... c'est vraiment une ouverture pour rentrer et devenir dans le statut de précarité. Et c'est une des trucs qu'on essaie de faire, nous, dans le département des plaidoyers, c'est aussi de commencer à développer des alternatives beaucoup plus concrètes pour éviter ce développement. Par exemple, ce document qui s'appelle le ERAR. Si le gouvernement décide que tu es en danger dans ton pays, ça veut dire le juge aurait dû dire que tu es en danger dans ton pays, tu ne peux pas y retourner. Donc vous voyez là, il y a une duplication du travail qui est fait. Le juge a décidé non, tu n'es pas en danger. Puis après, le ERAR a dit oui, tu es en danger. Mais là, tu es entre les deux systèmes. Tu n'es pas dedans et tu n'es pas dedans et tu n'es pas dehors. D'accord ? Et ça, c'est ça où les gens, la majorité des gens en ce moment, on connaît par exemple des familles, je connais une famille libyenne qui était obligée de quitter Québec. Ils sont partis à Toronto parce que, ils étaient refusés, même s'ils ne peuvent pas, mais ils étaient prouvés comme en danger. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a un autre système qui s'appelle la résidence permanente humanitaire. La résidence permanente humanitaire, ça s'appelle comme ça parce que c'est rare de l'avoir. On doit prouver, ils doivent déjà trouver un avocat, payer beaucoup d'argent, prouver aux juges qui sont de bonnes gens et qui sont intégrés, ils ont fait leur travail pour la société, pour être entendus et admis au Canada. D'accord ? Donc il y a un travail qu'ils doivent faire. Ils doivent apprendre la langue, travailler, construire une vie. Sur le territoire ? Non. Après être sur le territoire, refuser d'être un demandeur d'asile ou un réfugié. Et maintenant, tu dois prouver pour nous que ça vaut la peine de te donner une résidence permanente humanitaire. D'accord ? Donc ça, c'est une petite passerelle très petite et très limitée. On pourra parler plus avec la planification d'immigration du Québec, qui n'a pas ouvert la porte pour pour traiter ces documents, ces applications. En ce moment, on a 20 000 applications en attente. Un truc comme ça. C'est fou que tu dois apprendre une nouvelle langue, tu sais, de départir puis aller vivre en Ontario. C'est vraiment comme à quel point t'es pas chanceux dans la vie, c'est phénoménal, là. Parce qu'il limite le nombre de... Parce qu'après que le gouvernement fédéral a accepté ton papier, ça c'est un autre truc avec ce que Camille a dit, parce que le Québec détient il détient le pouvoir aussi de refuser d'accepter des gens aussi sur son territoire. Donc après avoir reçu la résidence permanente du fédéral, ou dans le processus de le recevoir, tu dois être donné un document qui s'appelle le certificat de sélection du Québec. Et le Québec est trop lent en issuant ce document, et c'est limité, surtout pour les gens qui viennent de ce programme. Et c'est limité à combien ? Je pense que c'est 400 ou 500 par an. Oh, wow. C'est pas beaucoup. C'est rien. Okay. C'est rien. Et ces gens, ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils sont ici. Ils se sont fait un vie, ils payent du taxe, ils font tout. Ils font tout. Rien. Donc ça, c'est évident, ce système aussi. Justement, ça ressemble à quoi, d'après ce que vous voyez sur le terrain, la vie d'immigrants en situation de précarité? Donc j'inclus là-dedans tous les statuts qu'on a nommés. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici? On pourra faire un petit case study, ok, et faire le trajet d'un réfugié, d'accord? Prenons un exemple d'un réfugié demandeur d'asile qui vient à l'aéroport de Montréal. Et il rentre à la frontière, il dit à l'agent de IRCC, de CBSC, je vais faire une demande d'asile. Il rentre, il fait ses papiers, il est directement pris, s'il déclare qu'il veut le faire à la frontière, il est directement pris en charge, remplit le formulaire, puis après pris en charge directement par Prida. Prida vient l'emmener. S'il n'y a pas de place dans la résidence de Prida, ils sont envoyés vers les hôtels fédéraux, où le fédéral exceptionnellement est venu pour aider Prida, parce qu'il y a un très grand nombre de personnes là, d'accord ?
Il y a 9 à 10 hôtels fédéraux. C'est des hôtels, mais ils sont loués par le gouvernement pour loger des demandeurs d'asile. Il y a 8 à Montréal, 1 à Brossard et 1 à... En fait, je pense qu'on Laval. est à 12, mais je sais 12 pas. maintenant? Oui, exactement. Voilà. Je pense qu'il y en a toujours un à Brossard, un à Laval, puis les autres sont à Montréal. Voilà. J'imagine que t'arrives à Laval. C'est pas facile. C'est le dernier choisi. Sur le jardin Émilie Gamelin qui a créé des enjeux de cohabitation aussi. Et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus avec mon organisme. Mais oui, c'est toujours des endroits où, tu sais, il y a comme pas assez de problèmes, fait qu'ils en rajoutent un peu. C'est ça. En tout cas, on arrive à l'hôtel, puis là... Puis on arrive à l'hôtel, puis après, malheureusement. Donc il y a 2 options. Si Prida ont leur propre service interne, leurs propres travailleurs sociaux à l'interne, qui les servent, qui les aident, qui font certains services pour eux. C'est bien. Mais même au service, Prida ne fait pas tout. C'est où ils réfèrent pour des centres communautaires pour les aider à faire quelques procédures juridiques, de société, peu importe, social insurance number, numéro d'assurance sociale, et ainsi de suite. Tous les autres trucs. Ouvrir un compte de banque, et ainsi de suite. Ça, c'est une option, une possibilité. Tant si t'es pas chanceux et t'es obligé de partir, il n'y a pas de place à Prida, tu dois partir au fédéral. Au fédéral, c'est des hôtels. Il n'y a pas un conseiller qui s'assoit sur place, qui t'aide. Tu dois te débrouiller là. Il te donne quelques documents. Il y a certains organismes qui viennent, qui donnent des informations. Parmi nous, d'accord. Nous, on a développé un service c'est le service de portail, d'accord. On va en parler là, d'accord. Donc, première étape juridique qu'il doit faire, c'est remplir un portail. D'avant, c'était les formulaires papier. Tu t'appelles comment, c'est quoi le nom de ta famille, les dernières 10 années des adresses, historique de travail, ainsi de suite, blablabla, ces documents comme ça. Ils demandent toutes ces informations à la frontière à la base. Maintenant, c'est devenu en ligne. On a parlé, le gouvernement du Canada, il s'est rendu compte que ça, c'est un problème qui va être de beaucoup plus réel, d'accord. Au lieu de, on est en 2023, utiliser des papiers et après copier ces informations sur un ordi comme des... D'accord. Là, ils ont changé, créé un système, un portail, d'accord, pour que les gens inscrivent leurs informations directement dans le système. En 2023. En 2023, ouais. Finalement, d'accord. Puis ça, c'est... J'imagine en anglais ou en français. Donc français. on rajoute à ça la barrière Exactement. de la langue. Et il y a une autre barrière. Mais écoutez, moi, là, je dis que c'est un bon truc. C'est développé, c'est mis en ligne, d'accord. Mais d'un autre côté, la majorité de la population qu'on reçoit, elle n'a pas l'habitude de travailler avec le digital. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas d'ordi d'habitude, d'accord. Donc ils savent même pas écrire sur un ordi. Pas tous, bien sûr. Je veux dire, un bon nombre, ils ont besoin d'un support technique. Ouais. Je vais pas dire personnel, mais parfois c'est personnel. Ils nous demandent comment faire le le arrobase, d'accord. Mais je veux dire, mais il faut les aider, d'accord. J'invite en français, c'est pour ça. Il y a plein de. Donc ça c'est l'étape suivante. Maintenant, nous, ce qu'on a développé, parce que il n'y avait pas de service interne dans ces différentes institutions qui faisaient le portail, nous on s'est mis, d'accord, on va développer ça. On a acheté genre 20-30 ordi. On a commencé à faire des ateliers sur place au centre. Nous on est situé au centre-ville de Montréal. On a commencé à développer ces ateliers où les gens viennent de 10h jusqu'à 13h chaque mercredi en fait. 30 le matin, 30 l'après-midi. D'accord. Et un truc comme ça. On fait des papiers. Ça c'est au centre. Puis le vendredi au Prida. Et puis les mardis dans les différents hôtels fédéraux. Donc on se déplace chaque semaine dans différents hôtels. Le but, c'est augmenter l'efficacité, ok, augmenter l'efficacité, d'accord, de la façon de aider cette population à faire leur objectif juridique le plus rapidement possible et le plus facilement possible, d'une façon dont ils comprennent. Donc, c'est un atelier qui fait le portail dans la langue de la population desservie, avec du personnel qui va les aider à remplir le portail. Avant, le portail prenait 5 à 6 heures. 4 à 6 heures, d'accord. Là, on arrive à le faire en 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'on a ajouté certaines étapes à faire avant, des trucs à faire après. Au lieu de commencer à inventer, te rappeler de toute ta historique de ta famille sur le portail, écris ça sur un bout de papier avant de venir, prépare tout, puis après viens, comme ça, juste, tu vois. Donc c'est des petits trucs comme ça, des petits tips and tricks qu'on arrive à réduire le temps pour augmenter l'efficacité, pour que ça devienne déployable dans plusieurs centres et plusieurs lieux, d'accord. Donc ça c'est le portail. Après le portail, ils doivent accepter ils recevoir un document qui s'appelle le papier brun.
J'imagine que le papier est brun. Le papier marron. Papel marron. C'est ça, oui. Le vrai nom, c'est le document du demandeur d'asile, mais dans le langage courant, c'est papier brun. Voilà. C'est plus facile. C'est plus facile, exactement. Est-ce que ça, on estime que c'est un visa ou non? Est-ce que c'est un papier d'identité? Qu'est-ce que c'est? C'est un papier d'identité qui te permet d'être sur le territoire canadien. C'est au lieu du visa. Ok. D'accord? Maintenant, pour préciser ça, visa, c'est le document qui te permet d'être sur le territoire canadien, le permis de travail qui te permet de travailler, permis d'études, te permet d'étudier. Un Français qui vient pour étudier ici n'a pas besoin d'un visa, il a juste besoin d'un permis d'études. Ou un permis de travail, d'accord? Mais des gens d'autres pays, ils ont besoin d'un visa et d'un permis pour faire ce qu'ils veulent. Dans le cas des demandeurs d'asile, leur passeport est pris directement. Donc ils ne sont plus citoyens, ils sont citoyens, mais je veux dire, ils n'ont plus accès à leur passeport d'origine. Donc à l'aéroport, il est pris d'eux, ils prennent les informations biométriques, donc leur empreinte digitale et ainsi de suite. Puis après, ils sont renvoyés à l'interne avec ce bout de papier brun. Ils rentrent, ils leur disent remplissez le portail. Ils viennent vers nous, on remplit le portail avec eux. Après avoir rempli le portail, ils vont recevoir quelque chose qui s'appelle ils doivent remplir l'histoire. Donc le fondement d'asile, c'est l'histoire pourquoi tu es un réfugié au Canada. Pourquoi tu demandes un réfugié au Canada. Donc tu dois écrire une histoire et ça... Tu dois expliquer pourquoi tu fuis la mort, Exactement. ce qui est en soi un processus extrêmement violent, psychologiquement. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'avocats pour aider cette population à remplir ses fondements d'asile. Donc loi, ils doivent remplir l'histoire de pourquoi ils sont réfugiés tout seuls, sans avis juridique, sans support, qui a la possibilité de faire des erreurs sur le document. Et qui va, sans aucun doute, quand ils vont avoir leur jugement, leur audience, il va y avoir des informations, peut-être qu'ils ne sont pas préparés à parler, ils ne savent rien dans le système juridique du Québec, d'accord? Parce que là, il y a aussi tout l'exercice de style de répondre à une audience, en fait. C'est pas juste raconter ton histoire, c'est être capable d'argumenter. C'est pas un juge. Non, c'est un cours officiel, il faut faire du travail, il y a une façon de parler, il y a une façon de faire, il y a certaines discussions à faire, il y a une façon de présenter l'argument, et l'argumentation et tout ça. Donc, ça, c'est un truc qu'on voit qu'il y a vraiment un manque. Et ce qu'on essaie de faire, nous, quand il y a un problème comme ça, où on ne peut pas la capacité en ce moment de régler le problème de source, on essaie de rendre le processus moins difficile pour tous les participants dans le projet. Exemple, on veut développer des solutions qui rendront le processus beaucoup plus facile pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les avocats. Moi, un avocat, si je suis en train de payer d'aide juridique, donc les avocats sont payés aide juridique par le gouvernement québécois, qui n'existe pas dans d'autres provinces. Donc ça, c'est un autre truc. Chapeau pour le Québec. D'accord? Où on donne, chercher $600, $700? 700, je pense. $700 pour, en moyenne, 30 heures de travail. Aucun avocat va prendre ça. D'accord? Ils le prennent, ils le font. D'accord? Mais c'est rien. C'est rien. D'accord? C'est le salaire de Hélène pour une année, là. Dans le communautaire, ça me choque pas. Oui, c'est ça. Exact. Mais dans le communautaire, ça choque pas, mais dans le milieu du droit, c'est différent. Si on veut que les avocats puissent prendre des cas comme ça, il faut qu'il y ait un incitatif, parce que quand tu travailles en pratique privée, puis que tu vois combien tu peux faire par exemple, si tu es un avocat en droit de l'immigration, tu fais beaucoup plus d'argent si tu accompagnes une entreprise qui va aller recruter à l'étranger que d'aider un demandeur d'asile à faire sa demande d'asile. C'est aussi dans votre intérêt d'essayer de trouver des incitatifs pour qu'il y ait plus d'avocats sur le terrain. Oui. OK. Exactement. Parce qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est dans les premières étapes surtout. Oui. Parce que justement, là, comme tu le mentionnais, même pour remplir le portail, nous, on a une équipe légale à l'interne. Fait qu'on a quelqu'un de l'équipe légale qui peut vérifier avant de soumettre le portail en ligne pour s'assurer que tout est correct, qu'il n'y ait pas d'erreur en amont qui pourrait impacter la demande sur le long terme. Fait que nous, on a cette chance-là d'avoir ça à l'interne, mais c'est vraiment pas tous les organismes communautaires qui ont une équipe légale à l'interne qui peut vérifier. Puis pour le fondement de la demande, c'est extrêmement important que la personne soit accompagnée d'un avocat. Mais il y a des délais pour soumettre le portail. C'est quoi, 90 jours? Dépendamment de comment la personne arrive, ça va varier. C'est quoi, 90 jours pour soumettre le portail? 45 jours initialement. Mais ça, c'est pour le fondement de la demande. Exact. 90 jours pour le portail, puis une fois que le portail est soumis, tu as 45 jours pour soumettre ton fondement de la demande. Ouais. Mais c'est pas réaliste de trouver un avocat dans ces délais-là, qui va prendre ton cas puis qui va suivre ton cas jusqu'à la fin du processus. Fait que on va ajouter dans notre case study l'attente. L'attente, beaucoup. Moi, je suis l'incertitude. L'incertitude, beaucoup. Là. Je suis même pas encore arrivé à l'aéroport, je suis brûlé, moi. Là. Fait que là, dans
Il me semble que c'est 2 ans en ce moment, les temps d'attente pour une audience. Mais, Non, 2 ans, ça dépend des cas, ça dépend des pays, ça dépend de cas par cas des gens. Il y a certains pays où on sait tout ce qui se passe, par exemple les Syriens, d'accord? Les Syriens en 2018-2019, leur cas était 95% accepté, d'accord? Et c'était beaucoup plus rapide. Il y a plusieurs processus à l'interne. Il y a le processus expédié, fast track, expédié, d'accord? Et le processus beaucoup plus traditionnel où tu dois faire tout, préparer les documents et ainsi de suite. Certains pays profitent de ce fast track, système de plus rapide. Il y a la Syrie, il y a le Soudan, il y a... En fait, les pays sont listés par ordre. à l'interne. Ok. À l'interne. Mais nous, on voit c'est quoi les pays quand on reçoit la majorité des gens qui disent ça. Par exemple, les pays en ce moment, c'est très petit nombre qui sont éligibles pour le fast track. C'est vraiment certains pays où c'est connu qu'il y a la guerre partout. D'accord? On comprend, tu vois. Donc ça, c'est un des trucs où on pourra développer des trucs comme ça. Donc ça, c'est ça. Je vais juste revenir vite fait sur le trajet, parce que c'est important pour moi pouvoir visualiser la façon de penser de cette population qui vient et qui attend et qui passe son temps à attendre. D'accord? Il n'y a pas de logement fixe. Il n'y a pas de logement fixe. Il n'y a pas de papier fixe. D'accord? Au moins au début, entre les deux systèmes. D'accord? Tu dois attendre 6 semaines pour recevoir ton premier chèque d'aide sociale. D'accord? Nous, notre but aussi, c'est de réduire le période d'intégration. Donc, si moi, je peux faire en sorte que cette personne s'intègre, et là, le mot intégration, ça a un gros bagage, mais pour nous, la définition d'intégration, c'est très facile. Ça, c'est notre mission. Il n'y a pas d'intégration sociale, si c'est ça l'objectif, sans intégration économique, et il n'y a pas d'intégration économique sans intégration académique. D'accord? Personne ne se sentira chez lui s'il n'est pas reçu au travail, s'il n'a pas la possibilité de grimper l'échelle socio-économique. D'accord? Si je ne peux pas créer un projet de vie ici, avoir une famille, développer, c'est pas chez moi. D'accord? Pour que ça devienne chez moi, je dois avoir la possibilité de faire tout ça. D'accord? C'est ça le étape à étape à suivre. D'accord? Vous connaissez le Maslow's Pyramid, le pyramide de Maslow. D'accord? À la base, c'est vraiment ça. C'est les besoins nécessaires, puis le développement académique. Donc, on n'invente pas ces trucs, d'accord? Et c'est ça la façon de passer, la façon de faire qu'on veut encourager cette population à s'intégrer. Et donc du coup, notre objectif... en fait. Exactement. Ouais. Et l'objectif, c'est de réduire cette période. Donc, au lieu de passer 1 an, 1 an et demi, 2 ans, à comprendre comment ça marche au pays, passer le temps, parce qu'il n'y a pas une infrastructure. S'il y avait une infrastructure, cette période d'intégration aurait été tellement réduite qu'on ne s'en sentira pas ça. Même pour les demandeurs d'asile, d'accord? Parce que les demandeurs d'asile, c'est une population qui est très, très, très entrepreneuriale parce qu'ils n'ont pas de possibilité. Donc moi, je n'ai pas de possibilité de travailler dans le système, d'intégrer notre système direct, d'accord? Je veux développer mon propre business. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, au Montréal, juste pour prendre l'exemple des Syriens, il y a plein de restaurants syriens qui sont ouverts là, tout de suite, autour de nous, d'accord? Plein, d'accord? Ça, c'est un exemple d'entrepreneur, d'accord? Il y a plein d'autres, des gens que je connais qui ont commencé à faire des différentes sortes de business intéressantes, bizarres, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, sur le... Ça sonnait bizarre. Mais je comprends le point. Vous comprenez? Donc, il y a des trucs de la Syrie, des petits... vous comprenez? Voilà. Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que encore une fois, on a comme une opinion publique d'immigrants qui sont fainéants, qui s'intègrent pas. Puis c'est drôle parce que votre définition d'intégration, c'est la première fois que je l'entends comme ça. C'est la première fois que j'entends parler d'intégration par répondre à des besoins primaires. Parce que clairement, si on regarde ce que dit le MIFI, le ministère de l'Immigration, l'Intégration et la Francisation, s'intégrer, c'est parler français. On est d'accord que c'est très loin. Ça fait partie des clés pour s'intégrer, exactement. Mais ça peut pas être la seule initiative qui est prise par le gouvernement. Mais oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui viennent de communautés qui sont extrêmement précaires, en fait. Je vais vous dire un truc. D'un point de vue, oubliez l'humanité pour un moment, d'accord? D'un point de vue financier, mathématique, le gouvernement du Canada dépense un très grand nombre sur un citoyen canadien qui est né ici, qui grandit ici, qui a jusqu'à 18 ans, tout est financé, tout est payé, parfait.
Et cette personne, quand elle devient 18 ans, peu importe, elle part à l'université, peu importe, elle fait son travail. Ce demandeur d'asile, il n'a pas passé 18 ans ici. Le gouvernement n'a pas payé, investi dans cette personne pendant 18 ans. Il n'y a pas de paiement, il n'y a rien, d'accord? Donc cette personne, elle vient, elle a besoin d'1 an, objectivement, donc ce qu'on aimerait avoir comme objectif, 1 an, maximum 2 ans d'intégration. Donc je crois que c'est un investissement qui est beaucoup plus intéressant pour le gouvernement d'un point de vue mathématique. J'investis 18 ans avec cette personne, il fait X. J'investis 2 ans avec cette personne, il fait XY, d'accord? Et surtout que cette population, elle vient avec, pas sans rien, elle vient avec des expertises. Bien sûr. Et c'est des expertises qui sont nécessaires pour le développement du Québec, financièrement aussi. Une richesse. Une richesse. Des visions, une perspective différente. De différentes façons de faire. Ouais, d'accord? Exact. Et surtout dans certains domaines, et surtout dans certains jobs où, par exemple, on a parlé avec la Chambre de commerce du Québec. Ils nous ont dit, il nous manque à peu près 100 à 120 000 postes de travail ouverts. On a juste besoin de remplir. Et il y a des programmes. Et le Québec, c'est pourquoi je dis, c'est pas tout mauvais. Il y a des bons programmes, honnêtement, au Québec, on est chanceux, d'accord? Il y a des bons programmes qui sont en train d'être développés, surtout pour viser cette population et remplir certains postes dans certains domaines. Par exemple, là, je parle du domaine de la santé, bien sûr. Et je parle aussi du domaine du tourisme. Ça, c'est très intéressant aussi. Et on a parlé avec aussi une compagnie de construction. Aussi, il y a un travail qui est en train de faire avec le gouvernement du Québec pour développer un système une passerelle de demandeurs d'asile vers le domaine de la construction qui est très nécessaire. D'accord? Donc, il y a une volonté. C'est la volonté dont je vais parler. Il y a une volonté à l'interne de développer des trucs comme ça, mais sans... je le comprends, je le comprends un peu, sans mettre trop de la pression sur l'infrastructure, d'accord? Et je comprends ça, d'accord? Donc nous aussi, ce qu'on essaie de développer, c'est, ok, c'est quoi les objectifs du gouvernement? L'objectif du gouvernement, c'est régionalisation. Donc ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, nous, là, on est en train de développer, de penser à des solutions, c'est voilà, ça c'est votre objectif, ouvrez-nous quelques passerelles pour encourager les nouveaux arrivants à partir et faire de la régionalisation, d'accord? Et franchement, il y a certains nouveaux demandeurs d'asile spécifiquement qui préfèrent partir en région. Ils ne sont pas habitués à la grande ville, d'accord? Donc il y a ça. Chez Bougamont, il y a de la place. Voilà. Mais voilà. Je viens de là, il y a de la place. Et ça, c'est un des trucs qu'on est en train de penser aussi. Comment les garder là-bas? Parce que ça, c'est un problème qui n'est pas juste pour les nouveaux arrivants. Même les Québécois, ils quittent la région. Donc si les Québécois quittent la région, d'accord? Il y a une raison. Voilà. Il y a une raison. Mais pourquoi ces demandeurs d'asile viendraient et resteraient dans la région, d'accord? Donc il y aura sûrement un investissement qui est nécessaire dans la région. Partez. Exact. Et on a vu quelques exemples où ça a marché. Quand la communauté qui reçoit fait un effort aussi. On est tous d'accord qu'il y a un effort qui doit être fait de la communauté qui y arrive, bien sûr. Bien sûr, je dois travailler, je dois apprendre le français. Ouais. Voilà, je dois faire mon travail. De mon côté, il faut faire le travail. Mais est-ce qu'il y a un devoir aussi de l'autre côté? Ça, c'est quelque chose d'important. Développer un système communautaire ou une communauté qui a besoin de nouveaux arrivants dans son petit village, d'accord? Et les aider, les supporter, quand possible, bien sûr, d'accord? Et un travail des deux côtés, il faut, d'accord? Mais il doit avoir une volonté du côté qui reçoit. Ça, qui se sentent chez eux. Qui se sentent chez eux, d'accord? Exactement. Et ça, c'est où, honnêtement, je dis, il y a de certaines régions où ils acceptent ça, mais il y a des régions que non, bien sûr, bien évidemment, d'accord? Pour diverses raisons. Et on pourra en parler de ça à peu près après, parce que je ne vais pas rentrer dans cette discussion, parce que je vais pas rester au niveau surface level, ok? Il y a franchement des discussions qu'on pourra avoir, surtout pour ça, parce qu'on n'est pas dans la pensée, nous, au centre, eux, ils sont mauvais, eux, ils sont gentils. C'est pas comme ça la vraie vie, d'accord? Eux, les méchants, ils veulent pas des nouveaux arrivants, ils sont méchants. Non. Il faut aussi penser qu'il faut savoir, malheureusement, qu'avec certaines recherches, je sais pas ce qu'il a fait, les Québécois, c'est la communauté la plus pauvre au Québec. Au Canada. Au Canada, bien sûr. Au Canada. Ouais. Ça, c'est...
Et moi, quand j'entends un Québécois qui dit 1, 2, 3, j'ai pas la possibilité. Je comprends. Mais il faut comprendre, il vient d'où. D'accord? Et il faut développer une infrastructure pour cette population. Et là, je suis en train de penser aussi, il y a des services, il y a des centres communautaires pour les nouveaux arrivants. D'accord? Ils sont où, les centres communautaires pour les Québécois? C'était supposé être le gouvernement. Mais là, on se rend compte que le gouvernement ne prend plus ses responsabilités. Oui, s'il les prend, ils les prennent pas à un niveau qui va meet the demand, qui va voilà, oui. Donc bon. Au final, c'est ça qui crée un peu l'amertume envers l'immigration de la population québécoise ou même canadienne. Là. Je pense qu'il y a des sondages là, qui sont sortis récemment qui montraient que la population canadienne n'était pas super favorable à l'immigration. Puis tu sais, justement, là, j'en parlais plus tôt, là, la crise du logement, ça touche tout le monde. Mais comme tu sais, si nous, après, en tant qu'organisme qui travaille auprès de la population, des nouveaux arrivants, on arrive et on est comme, le gouvernement devrait faire des programmes pour cette population-là qui arrive pour les aider avec la crise du logement. Mais si on considère pas aussi les gens qui sont déjà ici, que eux aussi sont impactés par la crise, mais tu sais, on a un problème au niveau de l'acceptabilité sociale aussi de nos demandes. Mais tu sais, au final, on devrait pas être l'un contre l'autre. On devrait travailler ensemble. Mais c'est ça qui crée aussi une certaine peur de l'autre ou un sentiment de pourquoi eux ils viennent ici mais on a déjà plein de problèmes, pourquoi on règle pas les problèmes ici? On n'ouvre pas les hôtels pour les itinérants. Exactement. Pourquoi, exactement. Puis c'est légitime comme questionnement, tu sais, je veux dire, c'est vrai que pourquoi on favoriserait une population à avoir accès à l'hébergement versus une autre, le droit au logement devrait être accessible à tout le monde. Et c'est tout notre filet social. Exactement. Fait que si François Legault nous écoute. Ouais, c'est ça. Je pense que te dire que notre filet s'effondre. Ça me surprend. Honnêtement, nos hôpitaux vont super bien, nos écoles vont super bien. Nos profs sont en forme. Oui, exact. Ils sont bien payés, ils ont des bonnes conditions. Moi, j'ai une petite question avant qu'on conclue. Parce qu'on a beaucoup parlé de parcours, de procédures, d'institutions et tout ça, mais concrètement, on parle de qui? C'est qui les personnes réfugiées? C'est qui les demandeurs d'asile? C'est qui les nouveaux arrivants? Donc, si on peut nommer peut-être des pays, puis des backgrounds, si je puis dire, de personnes. Est-ce que c'est des familles? Est-ce que c'est des personnes seules? Est-ce qu'on peut faire un petit portrait de l'immigration? Oui, absolument. Depuis la fermeture du chemin Roxham, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les vagues de personnes en demande d'asile, c'est ça, c'est des vagues. Donc, souvent, quand il y a un événement mondial, un conflit à quelque part dans une région, c'est là qu'on va recevoir, par exemple, une grosse population, comme par exemple en 2015, qu'on a accueilli les 25 000 Syriens au Canada. Ben là, la majorité de la population demandeurs d'asile, ben là, ils étaient réfugiés acceptés avant d'arriver, là. C'était des Syriens. En 2021, là, quand l'Afghanistan, on a créé un pathway, là, c'était majoritairement des personnes de l'Afghanistan, avec l'Ukraine également. C'est-à-dire que les Ukrainiens arrivent c'est comme différent. Travailleurs Exactement. Et non comme réfugiés. C'est ça, c'est une trajectoire différente là, qui a été créée spécialement pour eux, mais on peut pas créer ça pour d'autres trucs dans le monde, par contre, là, malheureusement. En ce moment, on peut pas nier qu'il y a une énorme vague de personnes d'Amérique latine, et notamment des Mexicains. C'est ça, depuis la fermeture du chemin Roxham. Puis quand on dit fermeture, là, ça c'est l'image qu'on dit là dans le. Mais c'est pas que le chemin a été fermé, c'est qu'il y a l'entente sur les tiers pays sûrs, qui est une entente légale entre le Canada, entre le Canada puis les États-Unis, qui fait en sorte que, dans le fond, cette entente-là existe depuis le début des années 2004, si je me rappelle bien. Puis, dans le fond, ce que ça dit, cette entente-là, c'est que le premier pays entre le Canada et les États-Unis dans lequel tu mets les pieds, tu dois présenter ta demande dans ce pays-là. Donc, tu pourrais pas atterrir, par exemple, par avion aux États-Unis, ensuite marcher jusqu'à la frontière canadienne, puis demander l'asile au Canada. Tu dois demander l'asile aux États-Unis. Puis la raison pourquoi le chemin Roxham était... c'est comme l'emblème, là, un peu de cette entente-là, parce que ce que ça disait dans l'entente qui a été signée au début des années 2000, c'est que les gens ne peuvent pas présenter une demande d'asile à un point d'entrée officiel. Bon, on s'entend que la frontière est quand même assez longue, là. Donc, il n'y a pas des postes douaniers tout le long de la frontière. Fait que ça veut dire que si quelqu'un passe entre des points d'entrée officiels sur la frontière, il a le droit de présenter sa demande. Puis le chemin Roxham, dans le fond, c'était un chemin qui n'était pas un point d'entrée officiel. Fait que les gens passaient par là, puis ça n'allait pas à l'encontre de l'entente sur les tiers pays sûrs. Fait que quand on parle de la fermeture du chemin Roxham, du chemin Roxham entre guillemets, c'est que dans le fond, l'entente a été renégociée, puis ils ont inclus pas juste les points d'entrée officiels, mais la frontière au complet.
Fait que ça veut dire que les gens peuvent pas se présenter entre les points d'entrée officiels puis demander l'asile. On va les rediriger vers un point d'entrée officiel puis ils vont être refusés parce que, bon, vous avez mis les pieds aux États-Unis en premier, donc c'est là que vous devez présenter la demande d'asile. Puis le problème avec ça, je m'égare un peu là, de la question originale, là, mais le problème avec ça, c'est qu'aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes standards que nous en termes d'accueil de demandes d'asile. Puis comme je le disais là, au début, eux, par exemple, la migration illégale, ça existe, versus au Canada, c'est pas un concept qui existe. Donc, c'est ça le problème un peu avec cette entente-là. Mais depuis la fermeture du chemin Roxham, qui est en mars 2023 de cette année, c'est beaucoup des personnes qui viennent du Mexique, d'Amérique latine, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas besoin d'un visa. En fait, c'est quoi, ils payent un $7 pour avoir... Exactement. Fait que eux, il y a quand même... Je veux pas dire que c'est une facilité, là, parce que je veux pas dire que c'est facile là, de venir au Canada, mais il y a quand même un trajet qui existe. Où ils peuvent prendre l'avion jusqu'au Canada, puis rendu à l'aéroport, ils peuvent présenter leur demande d'asile. Donc là, il y a beaucoup de Mexicains, mais même là, tu vois, là, ces temps-ci, on voit quand même un petit changement, qu'il y a beaucoup de personnes de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, beaucoup du Sénégal, parce qu'il y a une situation politique là-bas. Donc, c'est vraiment par vague qu'on voit des profils différents. Est-ce que je manque des profils, peut-être? C'est majoritairement des hommes seuls, aussi. Puis ça aussi, c'est un autre problème. C'est majoritairement des hommes seuls qui présentent des demandes d'asile, mais comme on est un milieu précaire, le milieu communautaire, puis qu'on est limité dans les ressources qu'on a, on va souvent avoir des critères pour avoir accès à nos services selon la vulnérabilité. Fait que, tu sais, ça va être beaucoup des familles, des femmes seules avec enfants. Fait que ça exclut beaucoup la majorité des personnes qui présentent une demande d'asile, qui est des hommes célibataires. Fait que, oui, il y a des services qui sont déjà limités, puis en plus, on doit mettre des critères souvent d'éligibilité aux services, parce qu'on est limité dans nos services. Fait que ces hommes-là se ramassent un peu sans ressources. Ils n'ont pas accès à rien, pas accès aux organismes communautaires, ils n'ont pas accès à l'accompagnement du gouvernement non plus. Ça, c'est une autre affaire, le financement du gouvernement par rapport aux demandeurs d'asile. Juste pour donner un exemple, il y a un refuge à Laval pour les hommes, dans tout Montréal. C'était à Voilà, Laval. voilà, imaginez, d'accord? Donc ça c'est un autre truc on parle de ça aussi à l'interne. T'imagines l'intégration, un gars de l'Afrique de l'Ouest qui vient de s'acheter une Honda Civic montée, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Je pense qu'on pourrait en parler pendant vraiment longtemps, mais on arrive déjà à la fin de l'émission. Fait qu'on va devoir couper court, mais si vous avez des ressources à nous partager, des choses à lire, à voir, à écouter, pour éviter la désinformation, puis pour mieux connaître qui sont les demandeurs d'asile, parce qu'on va pas se mentir, ils sont pas mal partout. Fait que ça vaut quand même la peine, justement, comme tu disais, Kinan, aussi d'agir comme une vraie société d'accueil, puis d'accueillir ces personnes. Fait que si vous avez des choses à nous recommander, on est super preneurs, preneuses. Je sais que vous faites un podcast. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai. Mais là, on peut pas vous le dire, c'est vous autres qui le faites. Là. Mais oui, absolument. Au centre, on a un podcast, ça y est vraiment moins bien organisé que le vôtre. Mais on encourage les gens à l'écouter quand même. Ça s'appelle Point of Entry. Il est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Puis en fait, ce qu'on cherche à faire avec ce podcast-là, c'est d'entrer en contact avec la communauté. Que ce soit avec les organismes communautaires qui travaillent auprès de la population nouvelle arrivante, ou ça peut être avec des professeurs qui étudient dans ce domaine-là puis qui ont une expertise à partager. Mais ça peut être aussi des personnes qui l'ont vécu eux-mêmes, le parcours migratoire. Donc, on essaie d'explorer ça un peu à travers différentes thématiques. Donc, à chaque mois, on a une thématique nouvelle. En ce moment, c'est pour ça que j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais notre thématique, c'est l'accès au logement. Donc, on vous encourage à aller écouter ça. On a des épisodes en français et en anglais. C'est un podcast bilingue. Puis c'est ça. Puis sinon, pour s'informer, je sais qu'aujourd'hui, la thématique générale, c'était l'immigration. On a beaucoup parlé des demandeurs d'asile, qui est quand même juste un volet là, de l'immigration. Là, on n'a pas parlé des travailleurs temporaires, on n'a pas parlé de l'immigration économique, mais je vous encourage peut-être à suivre ce que fait la TCRI, qui est la table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes. Si je l'ai bien eu, je pense que c'est ça. Mais je vous encourage parce que eux, en fait, c'est comme un organisme parapluie dont eux, leurs membres, c'est tous les organismes qui travaillent en immigration, pas juste pour demandeurs d'asile, pas juste pour réfugiés, mais aussi travail temporaire, immigration économique, etc. Donc, eux, souvent, ils partagent beaucoup ce que tous les organismes font, puis ils vont partager du contenu, que ça soit des podcasts, que ça soit des documentaires qui sont réalisés. Donc ça, je pense que c'est la meilleure ressource là, pour s'informer de manière plus globale. Sinon, récemment, il y a aussi le film Rue là, qui est sorti, là, qui porte un peu sur l'arrivée des Vietnamiens après en 75 au Québec. Donc ça aussi, c'est intéressant d'aller encourager une production québécoise. Ben, on va vous remercier déjà. On va inviter aussi parce qu'honnêtement, il y a tellement de choses à dire. Wow. Je pense qu'on en prendra encore 2 épisodes de plus, puis on aurait encore pas fini, là. Fait que Keenan et Camille, qui travaillaient tous les deux pour le centre de réfugiés, merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps. Est-ce que tu veux le mot de la fin, Jeff? Chaque fois que tu me donnes le mot de la fin, c'est comme un cadeau empoisonné. Ben écoute, moi ce que je voudrais dire, c'est peut-être aux gens qui arrivent ici, je pense qu'on n'oublie jamais, mais soyez chez vous parce que vous enrichissez la société. Puis merci à vous autres de faire ce travail-là parce qu'honnêtement, vous êtes en première ligne. Puis Hélène, on se dit dans 2 semaines. Oui. Salut. Merci. Bye bye.